On termine le tour d'horizon avec Noirmoutier. Là encore, si vous pouvez faire un peu court, hein, pour être sûr d'avoir le temps d'échanger avec vous dans le public. Alors, Clara Galland, Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, a travaillé avec Patrick Berry, qui est sociologue et consultant en promotion de la santé. Donc, vous nous parlez de cette démarche qui était, donc vous le faites à deux voix ce matin, voilà, qui est plutôt autour de la prévention des risques, notamment des risques de submersion à Noirmoutier. Bonjour à tous. Alors oui, on va essayer de respecter le temps, de ne pas vous saouler, et puis on vient à deux pour alterner un petit peu, donc voilà. Voilà, le plan de la présentation est assez classique. On va d'abord vous parler de notre étude, de son contexte, la méthode qu'on a choisi de mener, qui n'est pas très originale puisque on a suivi la méthodologie des EIS, et puis les premiers résultats et recommandations. Notre travail n'est pas tout à fait terminé non plus. Je pense qu'on se situe à peu près au même niveau que les deux autres études qui ont été présentées. Et puis ensuite, on présentera quelques éléments de réflexion qui se situent dans la thématique de la journée aujourd'hui sur savoir en quoi l'EIS peut permettre de faire de l'aide à la décision. Donc, pour commencer, notre étude s'inscrit dans un contexte un peu plus original, au moins régionalement, en ce qui concerne les EIS. Donc, on est allé travailler sur l'île de Noirmoutier sur un enjeu environnemental majeur, qui est la protection de l'île face à la mer, dans un contexte de réchauffement climatique. Notre territoire est aussi singulier parce qu'il s'inscrit plus dans une problématique rurale que vraiment urbaine, même s'il y a des questions d'urbanisation qui s'y rapprochent, avec des populations aussi qui sont différentes de par leur statut de résidence sur l'île. Il y a les populations qui résident à l'année, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui y sont résidents saisonniers, voire des touristes. Et puis, notre politique publique, qui est donc une politique plutôt environnementale, avec 6 axes d'intervention, à la fois des mesures de protection avec des aménagements, des constructions ou de l'entretien de digues, mais également des mesures qui visent la population, leur connaissance et leur perception de ce risque de submersion marine ou d'inondation par la mer. Et puis notre positionnement à nous, qui était donc centré sur les déterminants de la santé tels qu'ils vous ont déjà été présentés aujourd'hui, et sur la santé perçue finalement des populations. Donc voilà, notre méthodologie, vous le voyez, n'a rien d'original. On a suivi les étapes classiques de l'évaluation d'impact sanitaire, avec un comité de pilotage qui a choisi un comité de pilotage qui rassemblait l'ensemble des parties prenantes dans la politique du PAPI, le programme d'action de prévention des inondations, et donc qui a choisi de travailler sur la globalité de ce programme. Donc je vous le disais, décliné en 6 axes avec des actions qui sont très différentes. Et d'interroger, enfin d'aller voir les différentes populations de l'île de Noirmoutier, qui sont les résidents permanents et les résidents saisonniers. Et puis, dans les résidents permanents, le comité de pilotage nous a également demandé de bien faire attention à l'ensemble de la population, c'est-à-dire pas seulement les actifs et éventuellement les personnes plus âgées, mais également les jeunes. Et donc, il y a un questionnaire qui a également été réalisé auprès des collégiens des 2 collèges de l'île. Et puis, pour la suite, on a réalisé une matrice dont l'objectif était bien d'essayer de renseigner des liens de causalité entre les différentes actions, les différents axes du programme d'action de prévention des inondations, le PAPI, et puis des impacts sur la santé, avec évidemment des intermédiaires. Donc des effets directs qui portent à la fois sur la protection, enfin sur le territoire en visant sa protection, mais également qui visent les populations en visant leur adaptation, l'évolution de leur sentiment de vulnérabilité et de leur sentiment de protection, dans l'idée bien évidemment de les améliorer. Et puis l'idée ensuite, c'était de voir en quoi ces effets directs pouvaient avoir des effets sur des déterminants de la santé, qu'on a sélectionnés dans l'ensemble des déterminants de la santé parce qu'ils pouvaient être impactés.
Et donc, pour pouvoir faire ce premier bond, il a fallu, donc on s'est appuyé à la fois sur les retours des entretiens, des questionnaires qu'on a eu auprès de la population, et puis sur une revue de la littérature scientifique sur vraiment ces liens qui existent dans les déterminants de la santé. Et ensuite, on a essayé de faire le dernier bond, donc de passer jusqu'à l'impact des impacts sur la santé, avec là des niveaux de causalité, enfin des hypothèses, des liens de causalité qui sont plutôt de l'ordre d'hypothèses que de l'ordre de liens certains, et qui sont donc pas toujours soutenus par des données probantes. Alors peut-être quelques mots sur les résultats. Et peut-être que davantage, le temps est un peu compté, davantage que plonger dans les résultats précis de l'EIS, pas déterminant par déterminant de la santé, peut-être vous inviter un peu dans les coulisses sur comment on essaie de construire ça justement en lien avec l'influence qu'on peut avoir avec les politiques publiques, puisque c'est quand même le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, peut-être que le premier point, c'est de dire qu'on a isolé 4 déterminants de santé qui sont relativement bien renseignés par la littérature et les données probantes, et qui font écho aussi avec ce que nous racontent les gens sur le terrain, à la fois dans les enquêtes collégiens et en même temps dans les entretiens semi-directifs qu'on a faits. Avec un niveau de renseignement dans la littérature, pour être tout à fait honnête, qui est quand même relativement inégal. Parce que si on prend par exemple le sentiment de contrôle, c'est-à-dire le sentiment qu'ont les gens de pouvoir un peu agir sur leur environnement et sur la situation, et puis on a un peu glissé même vers l'empowerment, c'est-à-dire la capacité d'agir, ça c'est un déterminant en lien avec les inondations qui est relativement bien renseigné, qui est même plutôt bien renseigné. Par contre, quand on glisse vers le cadre de vie, qui est un autre déterminant qu'on a regardé, là, cadre de vie, inondation, il y a des données liées à des tempêtes ou des aléas qui ont eu lieu. Mais après, le lien avec la santé, là, on commence un peu à avoir, on va dire, des hypothèses par extension, parce que la littérature est déjà un peu plus floue. Donc, voilà, il y a un niveau d'inégalité là sur chacun des déterminants qui est important à prendre en compte. Peut-être simplement pour vous dire que, au départ, une politique de protection d'un territoire par rapport à un aléa d'inondation ou de submersion marine, ça peut paraître assez loin de la santé. Et pour autant, sur ces 4 déterminants, on voit qu'il y a un lien qui est assez fort, par exemple, sur la culture du risque ou la perception du risque par les résidents. Ou avec les systèmes d'alerte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler qui? Où est-ce qu'on se réunit si jamais il y a un événement majeur, etc. On a été regarder le climat social. Le climat social, on a un tout petit peu triché parce qu'on a agrégé dans ce climat social différents déterminants de la santé. Le soutien social, d'une part, c'est-à-dire est-ce que le PAPI participe ou renforce la manière de construire le soutien social sur l'île. Et puis on a été regarder aussi la confiance envers les pouvoirs publics en posant l'hypothèse que plus les populations ont confiance envers les pouvoirs publics pour gérer, par exemple, les systèmes de protection, plus ces politiques sont efficaces. Et donc il y a un lien ici d'efficacité des politiques publiques qui participe de ces déterminants de la santé sur le climat social. Et puis enfin, on a été regarder les échelles de participation, qui est une littérature très classique, où on regarde un peu les niveaux de participation, de l'information jusqu'à la coopération et la co-construction ensemble. Et on a regardé un peu ces déterminants. Ressources économiques, c'était quelque chose qui nous paraissait important à regarder, mais pour être tout à fait honnête, on a eu du mal. Ça a été difficile, parce qu'on a un propos qui est un peu globalisant de dire « mais oui, mais finalement, les digues, vous vous rendez bien compte, ça protège l'ensemble des activités économiques. Encore que les ostréiculteurs ne sont pas tout à fait protégés par les digues parce que leurs installations sont extérieures aux digues. Et certaines activités intérieures sont plus protégées que d'autres. On a regardé la valeur des biens et des patrimoines. Là, c'est une gageure. Moi, travaillant aussi un peu dans le milieu environnemental, on a très très peu de données, en fait, sur les biens mobiliers et sur les fluctuations de la valeur patrimoniale et mobilière liées au risque d'inondation sur un territoire. On a des données, elles ne sont pas très très fiables, donc on n'a pas trop utilisé ces données, on pose des hypothèses. Et puis on a regardé le cadre de vie, puisque dans les entretiens, on a énormément de données sur... Il y a une qualité de vie formidable à Noirmoutier, c'est l'unanimité absolue dans les entretiens. Certains nous parlent même de petits paradis. Et donc il y a bien ici une politique publique qui, en protégeant l'île, renforce et protège ce cadre de vie, etc. Alors après, le deuxième point qu'on peut vous dire sur ces résultats, c'est qu'il faut plonger un peu dans le détail après cette globalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter dans une EIS, nous semble-t-il, de dire par exemple, mais
il y a un sentiment de contrôle qui paraît assez faible sur l'île et le PAPI ne le renforce pas beaucoup. Si on dit ça, d'abord, c'est pas très sympa avec les élus quand même qui ont bien bossé sur l'île pour travailler sur cette histoire et on n'est quand même pas là non plus pour détruire la santé mentale des élus qui travaillent avec nous. Donc il faut faire attention à la manière dont on le dit. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller dans le détail. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a un sentiment de contrôle qui est faible, mais dans un contexte de culture du risque faible et d'une culture du péril forte. Vous voyez, on rentre un peu dans des arcanes, et je pense que tout le travail des EIS, c'est d'arriver à rédiger des choses précises et fines d'une manière audible. Audible par des gens qui sont loin de la santé. Et donc, on a un travail, nous, intervenant sur le terrain. Donc, avec Clara, on est en train d'écrire le rapport. Donc, on travaille à ça. On a présenté des résultats à un comité de pilotage qui a tiré un peu 2-3 fois à la sonnette d'alarme en disant attention à la manière dont on vous formulez les choses. Et donc, on travaille en fait à la formulation d'avis globaux, mais détaillés, qui permettent de s'approprier les choses sur les déterminants de la santé. Et puis, la dernière chose sur ces résultats, très très rapidement, c'est de dire, on a coutume d'utiliser le schéma ici qu'on vous a présenté des déterminants sociaux de la santé, qui sont des déterminants de la santé, et on les présente toujours de manière statique. Et comme le disait François Jabot, on a quand même tout un travail à regarder la synergie entre les déterminants de santé. Par exemple, on peut très bien se rendre compte, en termes de synergie, qu'il y a un sentiment de contrôle qui est relativement faible, c'est-à-dire que les gens se sentent peu prêts à agir face à l'aléa, mais ils ont un sentiment de confiance, donc c'est dans le climat social, très fort vis-à-vis des pouvoirs publics, et il y a une délégation avec une grande confiance auprès des pouvoirs publics pour gérer cette protection-là. Donc vous voyez que dans cette synergie, il y a comme un balancement d'effets négatifs et d'effets positifs. Donc il faut être subtil dans chaque déterminant pour être positif et négatif, mais en même temps dans la globalité pour être équilibré en fonction des données de la littérature et des enquêtes de terrain. Et puis le dernier point, c'est qu'on s'intéresse un peu particulièrement aux inégalités sociales de santé. Là, on a regardé un peu plus précisément les populations qui sont vulnérables face au risque d'inondation. Et on a à peu près 3 catégories de population. Les gens qui résident près, et ça paraît très logique, hein, c'est pas très complexe à comprendre, c'est-à-dire les gens qui sont en proximité des digues et en proximité du bord de mer. Les personnes non mobiles, il y a quand même beaucoup de personnes âgées sur l'île, par exemple, et qui sont non mobiles. Alors, ils sont non mobiles ou alors ils sont non accessibles. Il y a beaucoup de petites ruelles, et si jamais il y a un aléa, il faudra aller chercher les gens. Et il faut que ce soit accessible pour pouvoir aller les chercher ou que des voisins les amènent dans des lieux, etc. Donc on regarde un peu tout ça précisément. Et puis enfin, les personnes à faible revenu. Parce qu'il y a des dispositions d'aménagement de l'habitat qui sont, je vous passe le détail, mais où on propose d'aménager l'habitat. Et donc là, il y a des dispositifs d'aide à l'aménagement d'habitat, mais qui impactent aussi les revenus. Alors, on est au stade des recommandations. Peut-être là aussi, plutôt que de rentrer très précisément dans quelles recommandations on a identifiées, c'est vous montrer un peu la machine telle qu'elle se construit pour qu'il y ait une compréhension de ce que c'est qu'une EIS. Le premier niveau de recommandation, il est transversal. On en a oublié une ici. Il y a bien évidemment cette idée de renforcer l'identification des personnes vulnérables. Ça paraît essentiel. Une deuxième recommandation qui n'est pas écrite ici, c'est cette idée d'intégration de la santé dans l'ensemble des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment un enjeu, et ça a été une grande discussion avec Clément Rateau, qui est le technicien avec lequel on a travaillé sur le territoire, de dire, mais vous avez en même temps les ateliers citoyens pour le SCOT, je crois, c'est ça, les ateliers citoyens pour le projet territorial pour le SCOT. Il y a la SLGRI, stratégie littorale de gestion du risque d'inondation. Il y a la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, etc. Vous pouvez empiler un peu tous les dispositifs. La bonne question, c'est quand on arrive à faire une EIS, il y a plein de choses qui se passent sur un territoire, c'est mais comment on s'intègre là-dedans, quoi ? Est-ce qu'on recrée un dispositif particulier ou est-ce qu'on s'intègre dans des choses qui existent déjà ? Parce que ce sera d'autant plus efficace. Voilà. Juste sur les recommandations, elles se situent sur l'ensemble des axes. Je passe le détail du PAPI, du fameux PAPI. Et puis enfin,
La manière de formuler ces recommandations, c'est qu'elles sont très pratiques et opérationnelles. On propose un enjeu, une action. Quel déterminant de la santé ça va impacter pour que on laisse trace auprès des décideurs publics? Et puis, la population impactée, est-ce que c'est les populations plus vulnérables? Est-ce que c'est tout public? Et puis enfin, qui porte l'action? Et il nous semble que ce sont des outils aisément appropriables. Et je vois le regard, j'en ai juste pour ce petit fouillis, et après j'ai terminé. On est au stade de l'expérimentation sur les évaluations d'impact en santé. Donc quand on est au stade de l'expérimentation, ça tricote un peu et on se pose plein de questions. Juste 4 mots-clés peut-être pour vous dire ce sur quoi nous, on essaye de capitaliser en ce moment, parce qu'on a besoin de capitaliser pour, je sais pas, faire mieux la prochaine fois peut-être. Alors, le mot décision. On a la chance de pas mal échanger sur cette question-là avec Clara et l'ORS sur mais comment finalement une EIS, elle peut être influente, c'est-à-dire que la promotion de la santé, et nous, acteurs de promotion de la santé, on doit un peu réfléchir comment on se rapproche de la décision publique, ne serait-ce que pour comprendre comment se prend une décision, ce qui ne va pas de soi. C'est-à-dire que le modèle rationnel, on donne de l'info aux décideurs et après, débrouillez-vous, ça ne marche pas très très bien. Donc nous, on doit réfléchir sur comment on aide à prendre des décisions et puis comprendre les systèmes d'acteurs sur un territoire, quoi. Hein, où sont les enjeux, où se prend la décision et parfois elle ne se prend pas tout à fait là où on pensait qu'elle se prenne. Deuxième question, c'est la question des échelles. Noirmoutier, c'est un territoire qui est tout petit, c'est ce qu'on appelle un territoire total en géographie. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est un territoire où il y a tout. Et où il y a une proximité entre les élus, les décideurs, les techniciens, etc. Et ça change, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, c'est une question que je me pose, d'être sur une toute petite échelle et un territoire total comme ça, que d'être sur des liens décisionnels qui sont extrêmement dilués ou plus complexes. C'est une question. Troisième point de réflexion, c'est la santé. Alors, impact sur la santé, là, on a eu un grand débat avec Clara là-dessus, impact sur la santé ou en santé. Et puis sur les déterminants de santé, je pense que la vraie question, c'est les données probantes. Il y a un vrai travail sur l'identification des données probantes, d'abord par rapport à leur compréhension. Pour vous donner juste un exemple, est-ce qu'on choisit le sentiment de contrôle? Est-ce qu'on choisit les stratégies de coping, c'est-à-dire de faire face? Est-ce qu'on choisit l'empowerment, etc. Et alors là, il y a un boulot théorique qui est important à faire, qui est même essentiel, et il y a des discussions à avoir très sérieuses pour essayer de creuser cette histoire-là et de faire en sorte que ce qu'on raconte, c'est soutenu, quoi, c'est étayé. Et donc nous, techniciens, on a aussi un travail un peu de, parfois, help, on ne comprend pas tout, quoi. Et puis le dernier mot, et j'ai fini, c'est, on tenait un peu à terminer par ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question aussi d'éthique politique, c'est-à-dire sur les territoires, quelle notion de santé on véhicule et quelle finalité de santé on véhicule auprès des décideurs. Et peut-être que l'objectif des évaluations d'impact sur la santé, c'est peut-être ça l'objectif, quoi. Peut-être de clarifier un peu, mais quelle est la finalité de santé qu'on poursuit comme une visée sociétale auprès des décideurs? Et ça, c'est des questions qu'on se pose. Merci. On vous remercie. Merci pour vos questions. Merci à tous les deux. Merci Clara Galland et Patrick Berry. Vous pouvez vous asseoir.